Dans le cancer du sein, il faut savoir que certaines études ont montré qu'il y avait une survie plus faible associée à des niveaux très bas de vitamine D qui sont limités aux femmes qui ne recevaient pas de chimiothérapie avant le prélèvement sanguin. Une association inverse entre les taux de vitamine D et le risque de cancer du sein. Le risque étant beaucoup plus prononcé chez les femmes plus jeunes. C'est l'étude de Engel 2010 et qui a été reprise en 2011. Les travaux ont été confirmés. Vous allez voir que les récepteurs de la vitamine D sont liés aux récepteurs estrogènes. Le récepteur de la vitamine D sur le même chromosome que le récepteur aux estrogènes. Entonces aquí hay dos estudios sobre el cáncer de mama en el que se mostró que había por un lado una supervivencia más baja asociada a niveles bajos de vitamina D, limitada a mujeres que no recibían tratamiento de quimioterapia antes de la toma de muestra sanguínea. Y se vio también una asociación inversa entre los niveles de vitamina D y el riesgo relativo de cáncer de pecho, y el riesgo era más pronunciado en las mujeres jóvenes. Los trabajos se ven confirmados por el hecho de que el gen de la vitamina D y del receptor de estrógeno son los mismos. Toujours donc, comme je vous ai dit, le récepteur de la vitamine D est exprimé dans plus de 90% des lésions bénignes du sein et diminué dans 56% des tumeurs malignes. Donc le récepteur de la vitamine D est associé dans les cancers du sein estrogénodépendants. La synthèse de la vitamine D se fait par ce cytochrome. Il est plus bas dans les cancers invasifs que dans les lésions bénignes, comme on l'appelle une dystrophie fibrokystique. Et l'enzyme de dégradation de la vitamine D est plus élevé dans les cancers invasifs par rapport contre la dystrophie fibrokystique. Ce sont les travaux de British Medical Council. Entonces aquí se muestra que el receptor de vitamina D está expresado en 93,5% de las lesiones benignas, pero disminuye de un 50 a un 56% en los tumores invasivos. El receptor de la vitamina D está asociado en el cáncer de pecho de los cánceres estrógeno dependientes. La síntesis de vitamina D depende del CYP27B1 y es más bajo en los cánceres invasivos que en las lesiones benignas, las distrofías fibroquísticas. La degradación por el enzima CYP4A1 es más elevado en los cánceres invasivos con relación a las distrofías fibroquísticas. Il y a d'autres cancers, donc comme la prostate, dans le quintile supérieur, c'est-à-dire à plus de 125 nanomoles par litre de vitamine D, est associé à un risque accru de cancer de la prostate. Et on a remarqué justement que chez les hommes qui mangeaient beaucoup de produits laitiers, ou quand on apportait de vitamine D avec le calcium a un effet délétère sur la prostate, même s'il protège le risque de cancer du côlon. Donc il faut diminuer chez l'homme les apports calciques et de vitamine D. Dans le cancer de l'estomac, il y a une corrélation inverse entre le taux de vitamine D, le stade clinique et le risque métastatique ganglionnaire. Dans le mélanome, cancer de la peau, il y a une association liée à une augmentation de l'épaisseur de la tumeur et d'un stade tumoral avancé quand il y a un faible taux de vitamine D. Mais là, ça vient directement de la vitamine A qui se transforme, enfin la promélanine se transforme en vitamine A, puis en vitamine D. Entonces tenemos que en el cáncer de próstata, en la parte, en el quinto superior, de más de 125 nanomoles por litro se asocia a un riesgo más importante de cáncer de próstata en hombres que consumen mayor cantidad de productos lácteos asociados donde tenemos vitamina D asociada al consumo de calcio. En el cáncer gástrico hay una correlación inversa entre los niveles de vitamina D, el estado clínico y las metástasis ganglionarias. En el melanoma hay una disminución del nivel de vitamina D asociada a un aumento del espesor del tumor en un estado tumoral avanzado, ya que esto está directamente relacionado con el hecho de que la promelanina se transforma en vitamina A, que es una provitamina D. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nombreuses études, mais avec des biais méthodologiques, et les mesures sont faites au moment du diagnostic.
On sait simplement que lorsqu'on augmente de 20 nanomoles par litre de vitamine D, on diminue globalement le risque de mortalité de près de 30%, toutes causes confondues. Mais il n'y a pas de relation linéaire. Les variations sont différentes entre les apports alimentaires de vitamine D et le taux sanguin. Mais il vaut mieux avoir un taux sanguin au-dessus du quintile supérieur, il sera de toute façon protecteur. Il n'y a pas de risque d'hypercalcémie ou de calculs rénaux, de choses comme ça. Entonces, hay particularidades en estos estudios, ya que en muchos de ellos se mide la vitamina D en el momento del diagnóstico. Se ha visto que un aumento de 20 nanomoles por litro de vitamina D disminuye el riesgo de mortalidad de casi 30%, sin tener en cuenta las diferentes causas, pero hay una relación que no es lineal. Las variaciones son considerables entre los aportes de vitamina D y los niveles de vitamina D25H en sangre. Lo mejor es tener una concentración que está en el quinto superior, ya que esto tiene efectos protectores. Donc ça, ce sont les schémas de prise en charge des hypovitaminoses. Vous avez, lorsque l'on a un taux de carence, là c'est déficit, là bon, c'est encore... là c'est déficit, là c'est insuffisance, là c'est carence en nanogrammes. C'est pas par millilitre, c'est par litre. La valeur cible elle doit être de 30 nanogrammes par litre. Il faut donner des doses de 100 000 unités sous forme d'ampoule. On va donner par exemple une ampoule tous les 15 jours pendant 2 mois pour faire remonter au moins à 30 et ainsi de suite. Quand vous avez un taux entre 10 et 20 nanogrammes, vous donnez une ampoule tous les 15 jours pendant 1 mois et demi, et ici entre 20 et 30, une ampoule tous les 15 jours pendant 1 mois. Et après, il faut le donner en gouttes quotidiennes, comme les enfants. Moi, je donne des Drogil il faut donner des gouttes de vitamine D ou de l'huile de foie de morue, ou de l'huile de poisson, riche en vitamine D, mais il vaut mieux en donner en gouttes quotidiennes lorsqu'on a atteint un plateau, parce que les ampoules, ça fait monter très vite la vitamine D, mais ça redescend tout aussi vite. Ça ne tient pas. Donc après, une fois que le plateau est atteint, il faut continuer à donner de la vitamine D quotidienne. C'est une vitamine liposoluble, donc avec un corps gras, soit de l'huile, donc du beurre, ou soit au repas de midi, avec une vinaigrette. Diferentes esquemas de seguimiento en las deficiencias de vitamina D. Si el nivel es menor de 10 nanogramos, ya que hay que corregir es por litro, no por mililitro, entonces se darían 4 ampollas de 100.000 unidades por semana durante 2 meses hasta alcanzar el valor deseado de unos 30 nanogramos por litro. Si el valor está entre 10 y 20, serán 3 ampollas, una ampolla por semana durante un mes y medio. Ça veut dire exacto, ici, una dosis total une semaine sur 2, c'est tous les 15 jours, exacto, pendant 2 mois, pendant 1 mois et demi, et pendant 1 mois. Y durante un mes. Y una vez que se ha conseguido el nivel de 30 nanogramos, es mejor dar gotas diarias, como se dan a los niños, o aceite de pescado rico en vitamina D, ya que si se dan en ampolla, los niveles aumentan rápidamente, pero también disminuyen rápidamente. Estas gotas son, como la vitamina D es liposoluble, son gotas en aceite, en una vía aceitosa. Alors, un petit mot sur un autre sujet, la propolis par exemple, on en a entendu beaucoup parler. Les extraits de propolis et ses principes actifs modulent l'activité des cellules immunitaires, notamment les macrophages et natural killers, la cytotoxicité directe. Ça stimule la production d'anticorps et ça favorise la coopération entre les lymphocytes T4 et T8. Il faut faire attention quand même, propolis intergénérique, de l'origine botanique. Il ne faut pas qu'il y ait de pesticides ou de résidus toxiques. Il faut qu'elle soit standardisée en principe actif. Vous avez par exemple des propolis plus riches en flavonoïdes, apigénine, camphérol, chrysine, butéoline. Et vous avez d'autres propolis, comme la propolis verte du Brésil, riche en acide aromatique, en phénylethylester de l'acide caféique.
ou en artépiline C, qui a une activité anticancéreuse directe sur la PKA, anti-angiogénique à des fortes doses. Entonces aquí vemos que los extractos de própolis y sus principios activos modulan la actividad de las células inmunitarias, sobre todo las MP y las natural killer, y estimulan la producción de anticuerpos y la cooperación entre las CD4 y las CD8. Hay que tener en cuenta el origen botánico tiene que estar bien definido, tiene que estar libre de pesticidas o de residuos tóxicos y tiene que estar estandarizado en principios activos, ya que hay diferentes tipos de própolis, los hay ricos en flavonoides, apigenina, crisina, canferololuteolina y tiene que el verde de Brasil es especialmente rico en aceites aromáticos como la actepilina C, que es anticanceroso, antiangiogénico e inhibidor de la PK. Bon, vous avez ici des HPLC, donc c'est profils aromatiques de deux types de propolis. Ici vous avez la propolis verte du Brésil, la propolis du peuplier, qui est différentes composés polyphénoliques. Alors il y a plus de 300 composés qui ont été identifiés dans la propolis. Majoritairement dans la propolis de peuplier, vous avez des flavonoïdes, des flavanones, des flavones, des flavanols et des acides aromatiques, des esters d'acides aromatiques comme l'acide caféique. Ça c'est un document de Pollen Energy. Je vais passer, pas de traduire tout ça, c'est pareil. On va voir sur les études sur la propolis. En ce qui concerne la cancérogenèse, voilà les activités de la propolis. Une activité antitumorale par action directe par apoptose, l'anti-PAK1, anti-angiogénique, protection du cœur, du foie, du rein, des effets délétères de la chimiothérapie. Et surtout, ça permet de récupérer sur le plan de la myélopoïèse, c'est-à-dire lorsqu'il y a une aplasie, c'est la chute des globules blancs, des globules rouges, qui est chimio-induite. Entonces el própolis sobre todo, bueno, antes habéis visto un gráfico con composiciones diferentes por cromatografía de alta presión y después que tienen más de 300 compuestos variados. Aquí vemos las actividades antitumorales por acción directa o por apoptosis, anti-PAK1, antiangiogénica, es protectora del corazón, del riñón, del hígado y de los efectos negativos de la quimioterapia. Tiene un impacto positivo sobre todo contra los efectos de la aplasia medular, la leuconeutropenia, la anemia, trombocitopenia, inducidas por la quimioterapia. Vous avez par exemple ici les effets de la propolis sur un traitement de cancer du sein et du poumon. Donc, sur les métastases d'un cancer du sein, dans les métastases pulmonaires d'un cancer du sein chez les souris, traitées par épirubicine. Voilà, ça c'est le groupe témoin, le groupe traité par épirubicine, seul, le groupe traité par propolis, donc il y a une diminution déjà du nombre de métastases, mais lorsqu'on rajoute la propolis à l'épirubicine, vous avez une différence significative, que ce soit en préventif et surtout en curatif, encore plus importante. Entonces aquí vemos el efecto de própolis y de la epirubicina sobre el número de metastasis inducidas de carcinoma mamario en el pulmón del ratón. Entonces tenemos en la izquierda tenemos el grupo testigo, tenemos en prevención de estas metástasis el grupo con epirubicina, el grupo con própolis y la combinación de las dos que muestran una diferencia significativa. En el grupo segundo tenemos el efecto curativo, como podemos ver el efecto es máximo en la combinación de própolis con epirubicina. Vous avez par exemple les effets synergiques de la propolis et de la mitomycine C du 5-FU sur la taille des tumeurs. Donc vous avez ici la propolis avec la mitomycine C. Donc vous avez une diminution significative après 5 semaines d'observation de la taille des tumeurs. Tenemos aquí el efecto sinérgico en vivo del própolis y de la mitomicina C
del 5-fluorouracilo sobre el tamaño de los tumores y vemos aquí una reducción significativa al cabo de 5 semanas de tratamiento. Et même pour le 5FU, c'est pareil. Y paralelamente del 5-FU. En fait, sur les études de lignées cellulaires, vous avez les lignées tumorales qui répondent à 1 mg par millilitre de propolis et à 2 mg aussi. Et sur les lignées saines, vous n'avez pas d'incidence d'augmenter la propolis, et donc ça veut dire qu'il faut avoir un certain taux de propolis, mais ce n'est pas utile d'en avoir trop par rapport au but recherché. C'est essentiellement sur les lignées tumorales que l'on veut induire l'effet recherché. Entonces aquí se ve que cuando... C'est inhibiteur sur les lignées tumorales, stimulateur sur les lignées saines. Exacto, o sea que se ve que el primer grupo sobre las líneas tumorales celulares se ve que responden a 1 miligramo por mililitro de própolis, también a 2 miligramos. En cambio, las líneas sanas no hay ningún efecto, entonces se necesita un cierto nivel de própolis, no es necesario dar excesivamente. L'effet hépatoprotecteur de la propolis contre la toxicité de certaines chimios in vivo sur la vinblastine, vinblastine et propolis, donc un effet synergique, avec l'endoxan plus la propolis aussi, au bout d'un jour, mais surtout au bout de 7 jours, vous avez vraiment une diminution de la cytotoxicité induite. Entonces aquí hay un efecto hepatoprotector de la citotoxicidad quimioinducida. Vemos aquí que hay un efecto en la vinblastina, vemos aquí en el tercer columna, también se ve con el endoxan al cabo de un día, pero sobre todo se ve dramáticamente al cabo de 7 días. C'est-à-dire que la propolis piège les métabolites toxiques, qui limite la déplétion en glutathion, qui est le principal antioxydant et stimule l'activité, par exemple, de détoxication des enzymes de phase 2, comme la glutathion destransférase. Entonces vemos que aquí que el própolis atrapa los metabolitos tóxicos, limita la pérdida de glutatión, que es el principal antioxidante intracelular, y estimula la actividad de los sistemas de detoxificación en fase 2 que dependen del glutatión, la transferasa. Donc ça, c'est la biblio, vous l'aurez. Alors on va passer au cas clinique. Je vais vous présenter 2 cas. La façon dont je pratique quotidiennement à travers l'histoire d'un cancer du sein, et ensuite on verra un cancer colorectal. Entonces aquí Ana nos va a presentar 2 casos clínicos de cómo practica él de manera concreta. On va rentrer dans le concret. Concreto. No, vais a tener concreto en una bandeja. Entonces el primer caso, un cáncer de mama. Voilà. Alors, il s'agit de Christiane, qui a 50 ans, qui a une tumeur du cadran supéro-externe gauche, ici, de 2,5 cm, et donc stadifié, on appelle ça T2-NAA, N0, c'est-à-dire le ganglion sentinelle était positif, au curage axillaire, il n'y avait pas de ganglion. C'est un cancer canalaire invasif, qui présentait des emboles vasculaires de grade intermédiaire, récepteur hormonopositif, HER2 négatif, et qui avait une cinétique cellulaire représentée par ce facteur de croissance supérieur à 10%. Elle a eu 2 enfants, elle n'était pas ménopausée, 1m65, 63 kg, avec un IMC limite, mais a des antécédents de cancer du sein chez la mère. Entonces aquí vemos el caso de Cristiana, de 50 años, con un tumor en el cuadro superior izquierdo. El ganglio centinela era positivo, pero los demás no lo eran. Un cáncer canular invasivo de grado intermediario, negativo para ER2, pero positivo para estrógenos, con un índice superior al 10%. El estatus hormonal premenopausia, un IMC un poco límite, con antecedentes familiares de cáncer de pecho, de mama en su madre. Alors, compte tenu de
du KI67 et surtout du ganglion sentinelle atteint, même s'il n'y a pas des antécédents maternels de cancer du sein, on lui propose donc, après l'intervention, la chimiothérapie première. Entonces se le propone después de cirugía la primera línea de quimioterapia. Alors le fameux protocole FEC, hein, se fait sur un jour tous les 21 jours. FEC, ça veut dire fluorouracil, 5-FU, c'est pareil chez vous. Et pyrubicine, c'est adrimlastine ou anthracycline. Cyclophosphamide, c'est endoxone. C'est une chimio qui est très émétisante, ça veut dire vomissement. Classiquement, on donne ce traitement-là comme partout. Entonces se le propone una primera línea de tratamiento con el CEC100, fluorouracilo, epirubicina, que es una antraciclina, la ciclofosfamida, el endoxan y una quimioterapia que produce muchas náuseas, muchos vómitos, y se le propone un tratamiento clásico con corticoides y antinauseosos, etc. Voilà ce que je donne. Donc, par exemple, une association de mélisse et de réglisse sous forme liquide extrait de plantes fraîches, en quantité égale, une cuillère à café avant les principaux repas, de J3 ou J4 à J8. Entonces se le propone una preparación magistral a base de extracto de planta estandarizado con melisa y regaliz, una cucharada de café antes de